cette activité. Permettez que je puisse m'asseoir pour permettre que nous puissions avoir cet échange d'une manière sereine. Donc, je commence par remercier la Ligue de familles congolaises de m'avoir invité en ce lieu. Je nommément félicite M. Philippe Kisoto. Je voudrais féliciter M. Emmanuel. Je voudrais féliciter et remercier aussi M. Ezekiel Menga et sa famille qui ont été vraiment d'un bon secours pour notre présence ici en Belgique pour nous soutenir. J'admire beaucoup la dynamique qui est en train d'être soutenue dans la Ligue pour les familles congolaises parce que pour moi, je considère la famille comme étant vraiment la base de la vie humaine. C'est la famille qui génère les communautés. C'est la famille qui génère la commune, la collectivité. C'est la famille qui génère un pays. Donc c'est la famille qui produit une nation. Et donc l'intérêt même que vous attribuez à la famille, la mettant au centre de vos activités, montre que vous êtes vraiment des citoyens. Parce qu'un citoyen peut se définir comme étant une personne qui a compris, qui ne peut pas se contenter de l'égoïsme, de l'individualisme. C'est une personne qui comprend que pour pouvoir être heureux, on doit être heureux ensemble. Pour pouvoir construire le bonheur, on doit penser à l'autre, on doit penser à l'environnement, on doit penser à la communauté. Donc, je vous remercie vraiment de cet intérêt que vous avez témoigné pour ma personne, mon humble personne et pour cet échange. Je voudrais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Franck Otété. Je suis médecin, comme l'a dit M. Kisoto. Je suis aussi cadre dans le mouvement Filimbi, qui est un mouvement citoyen. J'ai fait donc mes études au Congo, en RDC, où j'ai commencé normalement dans les études les moins élevées vers l'université, où j'ai choisi donc la faculté de médecine. Et donc j'ai œuvré comme médecin, et après Dieu m'a fait grâce de pouvoir accéder à des professions beaucoup plus orientées vers la gestion. J'ai travaillé donc en prévention dans les milieux industriels, à Tenkefungurume Mining, et comme superintendant, c'est-à-dire deuxième personnalité du département d'hygiène et sécurité au travail. Et j'ai aussi travaillé comme directeur des affaires scientifiques et réglementaires chez Nestlé, qui est une compagnie multinationale qui est très connue. Et c'est pendant que j'étais directeur chez Nestlé que, dans mon temps personnel, le week-end et le dimanche, comme nous étions très préoccupés pour le pays, que nous avons participé à une activité qui encourageait les jeunes à pouvoir s'engager dans la citoyenneté, dans l'exercice de leurs droits civiques. Et c'est donc au cours de cette activité-là que nous avions été interpellés. On a arrêté une quarantaine de personnes et nous avons pu échapper. Je vous en dirai les détails lorsque je vais entrer dans la partie sur l'historique de la RDC et le mouvement Filimbi. Bien, donc voilà pour ce qui est de ce que je suis. Et donc la question qui pourrait se poser avant que je n'entre dans les détails, c'est de savoir le mot Filimbi lui-même signifie quoi. On va parler de Filimbi dans les détails. Filimbi signifie siffler. Et vous savez, le sifflet est comme ce petit instrument sonore qui est utilisé dans plusieurs domaines. Sur les voies routières, on voit les roulages qu'ils utilisent pour pouvoir faire signe, soit stopper un conducteur ou donner voix à un autre conducteur. Et sur le terrain de football, généralement, l'arbitre siffle pour pouvoir réguler le jeu, notamment lorsqu'il y a une erreur ou lorsqu'il y a une faute. Et généralement, quand il y a une faute qui est reprise autant de fois, il siffle et il montre aussi un carton rouge pour pouvoir exclure la personne qui est à la base de cette faute-là. Donc, Filimbi, c'est le mouvement citoyen des jeunes où les jeunes Congolais, dans leur majorité, prennent conscience que le Congo nous appartient à nous tous, prennent conscience de pouvoir comprendre bien leurs devoirs et les lier aussi à leurs droits, prennent conscience de savoir comment est organisé et structuré le pouvoir au niveau de notre pays,
C'est-à-dire qui s'occupe de quoi au niveau du gouvernement, le gouvernement central, le gouvernement local, de quoi s'occupe par exemple un député, un chef de quartier, quel est son rôle. Et troisièmement, savoir entrer dans un jeu d'interaction avec ces autorités, parce que, comme vous le savez très bien, les autorités sont des représentants de la population. La population est vraiment le mandataire, le propriétaire de la légitimité, qui, pour des raisons et pour des mandats, pour des durées déterminées, donne référence à certaines personnes de pouvoir le représenter, de pouvoir exercer ses fonctions. Donc voilà en bref ce qu'est Filimbi, siffler pour l'organisation, pour le fonctionnement de notre cité, mais siffler aussi pour dénoncer ce qui ne va pas et interpeller nos autorités qui nous dirigent. Ceci me permet d'entrer dans le point sur la RDC, notre pays. Je voudrais donc faire un bref aperçu sur notre pays, donc une petite synthèse sur le pays. Deuxièmement, je parlerai de comment s'est déroulée l'histoire de Filimbi jusqu'à ce que je me retrouve en Belgique. Et troisièmement, nous aborderons le point de la crise actuelle qui prévaut au pays et toute la tension qui tourne autour de la journée du 19 et la nécessité, comme le disait Dr Philippe, que la population puisse exercer ses prérogatives sous l'article 64 de notre Constitution. Très brièvement, je sais que dans cette salle ici, vous êtes nombreux à pouvoir m'écouter. Je sais aussi que vous connaissez très bien l'histoire de notre pays. Je ne veux pas, l'idée n'est pas ici d'entrer dans les détails et revenir à beaucoup de choses que nous connaissons déjà, mais c'est juste une synthèse pour que nous puissions vraiment circonscrire la discussion que nous avons en ce moment. Nous savons que notre pays, le Congo, est un des plus grands pays de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième plus grand pays de l'Afrique et nous avons une population vraiment large, on environ les 80 millions d'habitants au Congo. Et nous savons aussi que notre pays a été de manière naturelle vraiment dispensé de beaucoup de richesses. Dieu a donné à ce pays vraiment des richesses non seulement nombreuses mais vraiment très diverses et des ressources qui sont les plus désirées, les plus importantes dans les domaines les plus divers de la vie, que ce soit dans la technologie, dans la fabrication ou même dans la mise en place de nouvelles technologies. Et comme vous le savez, notre pays a dans le passé été l'objet de la colonisation, après avoir été passé par un stade où il a été une propriété privée d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Léopold II. Et je ne sais pas passer cette étape-là sans mentionner les scandales qui s'étaient passés à ce moment-là. Comme vous le savez, à ce temps-là, dans le passé, on était vraiment au début du 19e, 20e siècle, quand l'industrie automobile était vraiment en vogue et qu'on avait besoin de beaucoup de caoutchouc. Vous savez que pendant ce temps-là, il y a eu des crimes vraiment qui se sont commis sur nos populations. Il y a eu vraiment des personnes dont les bras étaient coupés, dont les mains étaient coupées, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas rapporté la quantité de caoutchouc qu'il fallait ou la quantité de récolte de VA qu'il fallait pour fabriquer le caoutchouc. Donc très tôt dans l'histoire de notre pays, on voit cet espace qui était comme une propriété privée d'un individu et qui a commencé à connaître les atrocités les plus graves de l'histoire. Et donc le Congo a par la suite été colonie de la Belgique, et vous savez que là encore, pendant la colonisation, l'histoire n'est pas si reluisante. Au-delà de bonnes intentions de la modernisation ou de la civilisation que l'on nous a présentée, au-delà de tous les missionnaires qui étaient arrivés dans ce pays dans une œuvre d'évangélisation, nous savons que les traitements qui étaient réservés aux Congolais étaient les traitements vraiment très dégradants. Lumumba, qui est notre martyr, ce nom que je respecte beaucoup, avait aussi relevé des éléments là-dessus, mentionnant comment est-ce que tout le traitement dégradant était réservé aux nègres, alors que les autres étaient considérés comme des personnes
à respecter, des personnes même à adorer, si on peut dire ainsi, parce que le citoyen belge au Congo ne pouvait pas occuper les mêmes quartiers, ne pouvait pas occuper les mêmes lieux que le noir. Je mentionne ceci non pas pour attiser une haine quelconque contre le gouvernement ou le peuple belge, mais c'est pour vraiment fixer les faits dans le contexte de l'histoire, parce que c'est de là, par exemple, qu'est parti un certain décalage entre la façon dont on gère la cité, la considération que se donnent les citoyens par rapport aux dirigeants qui sont leurs responsables. Cet esprit un peu colonialiste, comme le modèle de gestion de la chose publique a été marqué dès le début par des personnes qu'on ne pouvait pas remettre en question, je pense que notre pays a hérité de cette façon de croire que l'autorité, que le gouvernant, que le président de la République ou les ministres sont des gens que nous ne pouvons pas remettre en question, que nous ne pouvons pas questionner, que nous ne pouvons pas évaluer, que nous ne pouvons pas contrôler. C'est très important. Et vous avez vu que par la suite, lorsque le Congo a accédé à son indépendance en 1960, on a passé plusieurs décennies à vraiment des crises réitératives. On est allé de crise en crise parce que, comme vous le savez bien, on a connu un très bref gouvernement qui était légitimement organisé et structuré, jusqu'à ce que commenceront une série de coups d'État, notamment celui de M. Mobutu en 1965, si je ne m'abuse, et par la suite la gestion chaotique de Mobutu qui a mené jusqu'à une guerre rendue nécessaire, que vous savez, en 1996, avec M. Laurent Désiré Kabila, qui, conduisant une troupe de rebelles d'antan, avec tous les scandales des enfants enrôlés dans les armées, ainsi de suite, a procédé à ce que nous avons appelé en ce temps-là, fin 96 vers 97, ce qu'on a appelé la guerre de libération du Congo. Bien qu'aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions si vraiment nous avons été libérés, parce que quand les prémices sont bonnes, on veut que la conclusion et le reste des choses soient bonnes. Aujourd'hui, nous avons une situation encore préoccupante dans notre pays qui nous fait poser davantage de problèmes et qui nous complique. Situation qui a fait même que je me retrouve aujourd'hui en présence de vous en ce lieu, parce que comme je vous le disais dans mon histoire, j'étais cadre dans la société Nestlé, travaillant dans le département des affaires scientifiques pour la nutrition, ce domaine de nutrition que j'aime beaucoup parce que, comme vous le savez, la nutrition détermine ce que nous, les humains, nous devenons. Donc c'est pendant ce temps-là que quelque chose est arrivé qui m'a amené dans ce pays. Et je voudrais donc, de cette manière, clôturer ce bref aperçu sur le Congo pour vous parler brièvement du mouvement Filini. Voilà, du déroulement de nos activités à partir du 15 mars. On va dire déjà le 14 mars, on avait une activité. Déroulement de nos activités dans la prise même de conscience d'un certain nombre de personnes par rapport à la dégradation de la vie congolaise, par rapport à l'évolution de la crise congolaise, jusqu'à la mise en place du mouvement Filini lui-même, qui s'est développé et qui, comme l'a dit M. Kisoto, constitue aujourd'hui une des bannières importantes de la jeunesse congolaise par rapport à leur lutte pour la libération, à leur engagement citoyen en vue d'une république démocratique congolaise qui soit plus équitable et plus profitable à tous. Ce qui s'était passé, c'est qu'à partir des années 2012, on avait commencé à se rencontrer entre amis, c'est-à-dire il y a des cadres de la banque, par exemple, des amis qui sont comme cadres de banque, des amis qui sont entrepreneurs, des gens qui évoluent dans le domaine de la nutrition, de la santé, des artistes, des musiciens. On se rencontrait de temps en temps, on parlait sur la situation du pays. On analysait par exemple le revenu de nos ménages. On voyait que bien que les gouvernants, en l'occurrence
des gens comme Matata Ponyo pouvaient parler à longueur de journée du cadre macroéconomique qui s'améliorait, de la bancarisation et des choses comme ça. Nous, on avait une autre mesure parce que médecin que je suis, bien que je travaille chez Nestlé, les week-ends, j'assiste les amis dans les hôpitaux et de temps en temps, je vérifie ce qu'ils font, je vois ce qu'ils font, je vois que les gens arrivent dans les hôpitaux dans des états vraiment graves. Les gens arrivent pour les soins, pour une malaria ou pour la fièvre typhoïde, mais ils arrivent en dénutrition. Vous voyez, les gens sont malnutris, vous voyez des adultes mais qui manquent de muscles, qui ont presque une peau qui couvre les os. Vous voyez par exemple dans les services de pédiatrie des enfants qui viennent pour des maladies infectieuses, des maladies diarrhéiques, mais ces enfants sont déjà définis par leur poids, par la taille qu'ils représentent comparée à leur âge, comme des enfants malnutris chroniques. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont alarmantes et qui le sont restées pendant des dizaines, vraiment pendant tout le règne de Kabila, par exemple, 15 ans de son règne. On a des statistiques de 43% des enfants de 0 à 5 ans qui sont malnutris chroniques. Ça signifie que presque un enfant sur deux, de tous les enfants qui ont entre 0 et 5 ans, presque 1 sur 2 est exposé à la malnutrition chronique. Et permettez-moi, ce n'est pas une érudition ici de parler en fond de la santé ou de la médecine, mais puisque je suis médecin, permettez-moi de vous dire que pour un enfant, la période de 1000 premiers jours de sa vie, c'est-à-dire que de la conception jusqu'à ce que l'enfant atteigne 2 ans, c'est une période très critique par rapport au développement de son cerveau. Ça signifie que dès la conception jusqu'à ce que l'enfant naîtra et aura 2 ans, ça fait exactement 1000 jours. Pendant ces 1000 jours, le cerveau commence et finit la mise en place de ces différentes structures qui vont procéder à l'acquisition, à l'analyse, au stockage et à l'analyse de l'information. Ça signifie cette machine merveilleuse qui fait d'ailleurs la différence la plus importante entre un homme et un animal, vu le niveau, le degré de son développement. Cette machine, chez nos enfants, chez la moitié de nos enfants de 0 à 5 ans, sera mal mise en place parce que ce qui construit l'organisme vient de la nutrition. Ces enfants qui mangent mal, qui n'ont pas les acides gras requis pour pouvoir former ce qui va entourer les cellules nerveuses, ces enfants qui n'ont pas les micronutriments, le fer, vitamine A, le zinc et tout le nécessaire dont le cerveau a besoin pour se structurer à ce temps-là, le cerveau va se structurer de n'importe quelle manière qu'il pourra avec ce qu'il trouve. Donc nous aurons ces enfants qui, déjà à l'école primaire, seront souvent des enfants fouettés, comme vous savez que dans nos pays, ces méthodes de fouetter les enfants existent. On va les fouetter disant qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas attentifs, ainsi de suite, alors que ce n'est pas de leur faute, c'est leur système qui est défaillant. Ces enfants deviendront des adultes qui, peut-être atteignant l'âge de 12 ans, à peine atteignant l'adolescent, commenceront déjà à être des bandits qu'on appelle des koulouna dans la rue. Parce que lorsqu'un enfant essaye tout ce qu'il peut, il voit qu'il n'y arrive pas, il va se révolter même contre lui-même. Parce qu'il ne comprend pas comment les autres arrivent à réussir, il ne réussit pas. Ces enfants, quand ils sont devenus des adultes à l'âge professionnel ou à l'âge des études, ne seront pas efficaces dans ces différentes activités. Et quelles sont les ressources humaines qui pourront développer le Congo si tel est le cas? Donc, j'ai pris l'exemple de la malnutrition pour vous illustrer ça, mais dans nos discussions avec nos amis au niveau de ce cercle de discussion qu'on avait, c'était vraiment partant de divers aspects. On parlait de la santé, on parlait de la nutrition, on parlait de l'économie, on parlait de l'insécurité, on parlait de mœurs, on parlait de tous les domaines de la vie, de la société. Et avec le temps, nous nous sommes rendus compte que, tiens, nos réflexions sont très très importantes. On met en place certains think tanks, c'est-à-dire des équipes spécialisées de discussion et d'analyse pour des thématiques beaucoup plus spécialisées. C'est ainsi que nous avons pu développer différents espaces de réflexion pour pouvoir analyser en profondeur la situation du Congo. Et là encore,
nous nous sommes rendus compte que cette situation est beaucoup plus grave que nous l'imaginions, parce qu'on a vu que même au niveau de nos lois, nous avons des lois, par exemple, qui favorisent aujourd'hui beaucoup plus, qui vont prendre même le commerce, le tout petit commerce, par exemple, réservé normalement aux nationaux. On voit que ces lois ne protègent pas, et même quand il y a des textes qui vont dans le sens de protéger, ces textes ne sont pas renforcés pour pouvoir empêcher aux différentes personnes qui sont sur le territoire d'exercer même le petit commerce. Et on voit par exemple que le taux de croissance, par exemple, dont Matat a parlé, voilà, on a un taux de croissance qui est de 2 chiffres, qui va bientôt être de 2 chiffres. On atteignait à ce moment-là, on montait au-dessus de 6, on atteignait 7, on tombait vers 8, ainsi de suite. Et on disait, voilà, avec ce taux de croissance, nous allons bientôt atteindre l'émergence et tout. Mais nous, on disait non, cette donnée n'est pas vraie parce que le taux de croissance que vous nous présentez est lié notamment à l'exploitation de matières premières, de cuivre, de cobalt, ainsi de suite, qui fait que cette industrie n'étant pas cette richesse, cette industrie n'ayant pas la capacité de redistribuer la richesse sur les ménages ne le sentent pas. Et les statistiques comme celles que je vous ai dit par rapport à la malnutrition persistaient, et donc on se disait que nos enfants, qui entre-temps sont en train de grandir dans ce sens, seront les adultes de demain, et ces adultes ne seront pas capables de gérer le Congo. Donc, ce que Matata disait, qui se faisait au niveau macroéconomique, ne convergeait pas avec ce qui se vivait au niveau à la base de la société, où les mères avaient des difficultés de nourrir les foyers, les parents ont les hommes, parce que c'est eux qui travaillent plus. Vous savez que nos pays, les femmes sont encore beaucoup plus préjudiciées par rapport aux hommes. Les hommes n'ont pas suffisamment de moyens de pouvoir financer les études des enfants, et donc très catastrophique. Donc, pour ne pas m'étendre très long sur ça, c'est ça la dynamique dans laquelle nos réflexions ont évolué jusqu'à se dire, voilà, aujourd'hui, quand on analyse la population congolaise, c'est 60% la jeunesse. Et donc, si nous voulons que notre réflexion puisse vraiment être efficace et porter des fruits, il faudra que les jeunes, beaucoup plus de jeunes possible, soient impliqués dans cette dynamique. On a mis donc un plan en place d'identifier les mouvements citoyens qui existent déjà, les associations des jeunes, pour leur imprégner de cette réflexion et faire en sorte qu'il y ait vraiment une très large base de la jeunesse qui va faire que nous puissions avoir une masse critique importante dans le cadre de l'engagement citoyen, de la prise de conscience. C'est ainsi qu'on entrera en contact, par exemple, avec Lucha, qui évoluait déjà à l'est du pays. C'est ainsi que pour nous qui voyageons beaucoup, nous sommes entrés en contact avec d'autres mouvements internationaux comme Yanamar et Balai Citoyen. Donc, on a identifié non seulement les mouvements en RDC à travers le pays, mais on a aussi identifié les dynamiques qui se passent aussi dans l'Afrique. Parce qu'une des réalités que nous devons prendre en compte aujourd'hui, et peut-être on pourra revenir dans la discussion, c'est que si nous voulons que nos pays aillent de l'avant, qu'il y ait vraiment un développement durable, il faudra que nous puissions lutter comme de grands ensembles. Nous prenons en compte la lutte dans les quartiers, la lutte dans les communes, la lutte au niveau des provinces ou du pays, mais nous devons aussi prendre compte de tendances qui se passent au niveau continental, au niveau sous-régional déjà. On est membre de la SADC, on est membre du COMESA, mais aussi regarder au niveau continental, en Afrique, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est ainsi que nous étions en contact avec Yanamar et Balai Citoyen. Et c'est ainsi donc, après avoir bien organisé dans le fond, partagé les idées de la nécessité que la jeunesse prenne en main sa destinée, nous avons donc voulu lancer officiellement un mouvement qui va être un mouvement dont la jeunesse congolaise va s'approprier et qui va être le fer de lance, si je peux ainsi dire, de l'engagement citoyen au Congo, pour faire en sorte que la démocratie règne, pour faire en sorte que les autorités qui sont nos représentants travaillent réellement pour les avantages de la population, et que cette population soit capable de revendiquer, de leur exiger de travailler selon nos lois, selon notre constitution, chaque fois que cela est nécessaire. Donc, le 14 mars 2015, nous avons programmé un séminaire, et le 15 mars, c'était une conférence
de presse pour le lancement officiel du mouvement Filimbi, se disant que voilà, nous aurons déjà plusieurs mouvements. Filimbi deviendrait à ce moment un collectif qui réunit tous ces mouvements, mais deviendrait un label qui va porter les aspirations de la jeunesse, qui va porter les luttes de la jeunesse et qui va être vraiment leur marque déposée pour pouvoir apporter des changements au pays. Et quelle a été notre grande surprise après la conférence de samedi le 14 au 15 mars, nous avons eu une irruption des militaires dans la salle. J'étais devant comme maintenant, moi j'avais introduit la conférence de presse et j'avais laissé discuter entre Fred Bauma, Ben Kelem Kabamba qui est aux États-Unis en ce moment, Fadel Barro et les autres membres de Ballet Citoyen. Et donc, cette interaction s'était passée et à la fin de l'interaction, je m'étais tenu debout pour clôturer la discussion. Et à la fin de mon mot, je voyais que quelque chose s'agitait en arrière et brusquement, les militaires avaient envahi la salle. C'était des polices militaires avec des armes au poing. C'était la première fois que je vois dans ma vie comme ça, quelqu'un approche avec une arme braquée sur les gens, il la tourne dans tous les sens. On était vraiment perturbés. On ne savait pas ce qui allait arriver parce que si quelqu'un a une arme, il tient à la gâchette, ce qui peut venir, c'est une balle. Hein. Donc voilà, on était conscients que c'était grave ce qui arrivait. Donc ils ont pris une quarantaine de jeunes à ce moment-là, ils étaient partis avec, et nous, on a pu échapper à ce moment-là, on était un peu perdus, mais après on a pris conscience de devoir quitter le lieu et de se cacher, mais nous avons donc communiqué largement avec la presse des amis qui ont été arrêtés, ainsi de suite, qui ont disparu, de sorte à les protéger. Vous savez qu'il y a des exécutions extrajudiciaires dans notre pays, donc en identifiant sur des listes tous les amis qui avaient été interpellés en notre présence, nous avons voulu les protéger, mais du coup, nous-mêmes qui n'étions pas officiellement arrêtés, nous étions les plus en danger. Il fallait bien se cacher à ce moment-là. Et je vous assure, c'était pas c'était pas amusant de devoir commencer à aller d'un lieu à un autre, passer la nuit là-bas, s'assurer que là-bas peut-être on ne sait pas que je suis ici, ainsi de suite. Vous savez, Kinshasa, ce n'est pas cette ville qui vous offre facilement un asile pour vous cacher. Déjà que les éléments de l'ordre violent, il n'y a aucun principe connu sur lequel ils travaillent. On peut même vous exécuter dans un coin. Et les choses étaient rendues aussi plus compliquées quand c'est le ministre de Médias et Communication qui avait donné une conférence de presse pour déclarer que nous étions des terroristes, que nous étions un mouvement subversif et que nous planifions de renverser un régime établi, ainsi de suite. Voilà. Donc brièvement, c'est dans ce contexte que donc, on s'est caché et par la suite, on a pu arriver à sortir du pays. On s'est retrouvé d'abord dans un pays africain et par la suite ici en Belgique. Je veux dire qu'on est arrivé en Belgique à Troyes. Il y a M. Floribert Anzoulouni qui est le coordonnateur du mouvement Filimbi. Il y a M. Yangou Kiakwama qui est le porte-parole de ce mouvement. Et il y a moi-même, Franck Otete, avec le rôle de stratégie et communication au sein du mouvement. Donc voilà pour ce qui est de Filimbi. Pour les autres questions, je préférerais que s'il y a des questions là-dessus, on y revienne. Maintenant, il était question que je parle de la crise actuelle et de ce que nous pensons de la journée du 19. Pour parler de la crise actuelle, j'aimerais d'abord mettre un accent important sur notre Constitution. Vous savez, la journée d'hier, qui était, hier c'était le 17, n'est-ce pas, décembre, c'est le 14e anniversaire de ce qu'on a appelé l'accord global inclusif. C'est la grande réunion qui s'était passée à Sun City. Et vous savez que cette réunion, c'était vraiment un pacte républicain pour que, après tous les conflits qui se passaient dans le pays, toutes les guerres qui se faisaient, la remise en question des autorités et des institutions, il avait fallu qu'on puisse trouver un consensus et trouver un contexte dans lequel le pays pouvait aller de l'avant de manière paisible. Et donc c'était la journée du 17 décembre 2002. Et ce qu'il en est sorti, pourquoi je mentionne ça, ce qu'il en est sorti, on le sait bien, le résultat, vraiment, c'est la constitution actuelle que nous avons. Eh bien, cette constitution a l'avantage, je dois le dire,
d'avoir dit les choses, un certain nombre de choses vraiment les plus importantes, je dirais, de manière la plus claire, la plus précise, la plus inéquivoque possible. Donc, et c'est une constitution qui est, je dirais, vraiment mieux placée pour pouvoir sécuriser la paix des Congolais. Parce que quand on remonte, partant de l'indépendance, comme j'avais dit dans un aperçu de notre histoire, quand on remonte depuis très tôt après l'indépendance, on voit que des crises de légitimité avaient déjà commencé dans notre pays, notamment par la prise de pouvoir par M. Mobutu, par un coup d'État. C'était déjà mal parti. Et donc, quand vous lisez cette constitution, au niveau du préambule, notamment à l'exposé des motifs, et vous savez très bien l'exposé des motifs pour une loi, c'est ce qui donne même l'esprit de cette loi. C'est-à-dire que le contexte, le cadre, le but même pour lequel on est en train de mettre en place cette loi. Donc, dans l'exposé des motifs de cette constitution, on commence par dire que depuis l'indépendance, le pays a connu des crises récurrentes de légitimité au niveau des institutions. Ça, c'est, si vous regardez notre constitution, elle commence par cette phrase. Et vous allez dans le deuxième paragraphe, vous voyez quelque chose qui est encore très bien dit. Pour mettre fin à ces crises récurrentes de légitimité, les Congolais se sont mis ensemble, notamment les politiciens, les membres de la société civile, les forces vives se sont mis ensemble pour trouver un cadre qui pouvait suffisamment assurer la paix pour la reconstruction du pays. Vous voyez ? Et donc, cette constitution qui est en vigueur en ce moment et qui est mise en danger par M. Kabila, cette constitution, chers frères et sœurs, c'est vraiment un texte le meilleur possible que nous puissions avoir pour ce temps par rapport aux objectifs que nous avons pour le temps qui vient. Voilà. Donc, je voulais vraiment clarifier les choses par rapport à cette constitution avant de parler de la crise que nous avons maintenant. Maintenant, je voudrais adresser cette crise. Encore une fois, l'idée n'est pas d'aller dans les détails, ainsi de suite, nous essayons de faire la synthèse pour pouvoir avoir le temps de discuter un jeu de questions-réponses. Vous avez vu, depuis, je pense déjà l'année 2012, déjà il y a eu quelques signes où on voyait 2012-2013, on a vu notamment le professeur Bouchard qui avait commencé par publier un ouvrage disant du changement de la constitution, de l'inanition de la nation, quelque chose comme ça. Donc il insinuait par là que soit on devait changer notre constitution, ou sinon on allait vraiment mettre le pays dans un désordre ou dans une situation inacceptable. Vous voyez combien cette façon de voir les choses contraste avec ce que je viens de vous dire par rapport au rôle de cette constitution et par rapport à l'importance de ce texte. Par la suite, vous savez, ça je ne peux pas beaucoup y revenir, c'est vraiment une attitude qui nous a beaucoup déconcertés, des gens comme Kinki Mulumba qui ont mis des campagnes en place disant Kabila Totoli Unanité, ainsi de suite, pour montrer que le président Kabila serait vraiment cette personne la plus indiquée pour pouvoir conduire l'avenir du Congo, comme si le Congo n'était plus fait de vous et moi, comme si le Congo n'était plus fait de tous ces politiciens, de toutes ces personnes qui ont des diplômes, de gros diplômes, nous en avons dans ce Congo, et pas même les diplômes, parce que nous savons que ce n'est pas les diplômes qui font l'homme. On voit des gens qui n'ont pas accédé à des grandes études, mais qui ont une sagesse énorme pour pouvoir diriger le pays. Donc, je considère l'attitude du professeur Kinki Mulumba et de Bouchard comme étant vraiment des formes d'irresponsabilité que nous ne pouvons pas accepter dans notre pays. Parce que vous voyez, leurs attitudes étaient en train des signes prémoniteurs ou annonciateurs d'un malaise qui allait consister par la suite à vouloir changer ou à vouloir s'en prendre à notre constitution pour pouvoir modifier le cours des événements. Et vous verrez, plus récemment, c'est au mois de janvier 2015, on a eu, comme vous le savez,
les manifestations de population du 19, 20, 21 janvier. Et ces manifestations, c'était dû à la résistance. Je félicite notre peuple, contrairement aux gens qui pensent que le peuple congolais est un peuple naïf, amorphe, qui ne réagit pas. Non, c'est faux. J'étais à Kinshasa moi-même. J'ai vu comment la population s'est levée spontanément, énergiquement et de manière vraiment irrévocable pour pouvoir rejeter ce projet de loi qui, en ce temps-là, était au niveau du Sénat, où l'article 8 de la loi électorale voulait prévoir qu'on puisse passer par le recensement avant de procéder aux élections. Et vous savez comment ça s'est fini, et donc cette loi n'est jamais passée. Et par la suite, vous avez vu encore beaucoup d'autres manœuvres qui se sont déroulées. On est allé à mettre... Il y a une loi, notre constitution prévoit le passage de 11 provinces à 26, mais n'avait pas imposé qu'on devait le faire maintenant. C'est-à-dire que c'était seulement prévu. Vous avez vu M. Kabila et son système devoir précipiter ce mécanisme-là, juste dans l'intention mauvaise de pouvoir compliquer la gestion du pays, compliquer déjà les aspects budgétaires dans lesquels nous n'étions pas les plus confortables, pour faire en sorte qu'il y ait encore un autre problème en avant qui allait possiblement bloquer le système. Vous avez vu aussi par la suite les différentes manœuvres de, voilà, commanditer les membres de la Cour suprême, pas Cour suprême, mais de la Cour constitutionnelle, pour pouvoir aller interpréter l'article 70 de la Constitution, notamment dans son alinéa 2, qui prévoit comment allait se faire la passation de pouvoir entre le chef d'État en place et le chef d'État élu. Et vous savez qu'ils ont joué avec le président en place. Le président restera en place jusqu'à l'installation effective du président élu. Mais quelqu'un me posait la question, est-ce qu'il y a un peu de confusion à ça? Je me dis, bon, ça, c'est une question d'école primaire. C'est à l'école primaire au Congo qu'on apprend le français. Quand on dit que le président va rester en place jusqu'à l'installation effective du président élu, moi je dis, je prends seulement du. Du, c'est une particule contractée. C'est de et le qui fait du. Donc, du président élu veut dire de le président élu. Donc, le président élu, c'est un article défini. Donc, ça signifie que cet article 70, l'alinéa 2, est en train de se dire dans un cadre déjà circonstancié. C'est-à-dire, on est déjà dans un contexte où le processus électoral le corps électoral a été convoqué, le processus électoral a été lancé et qu'on a un président élu. Donc, ça suppose que cette partie-là de la Constitution s'applique pour les conditions où on a un président élu et on a un président qui était en place, qui doit lui laisser la place. Et dans ces conditions-là, comment les deux vont se passer la place? Celui qui est en place est toujours président jusqu'au jour où on aura fait la cérémonie de la reprise avec celui qui est élu. Voilà, donc c'est ça. C'était juste pour gérer le vide de passation de pouvoir. Ce n'était pas pour gérer un problème de manque d'organisation d'élections. Et vous voyez que nos cours constitutionnels ont été assez ridicules et ils ont même siégé, notre cours constitutionnel plutôt, ils ont même siégé d'une manière irrégulière. Normalement, on prévoit que la majorité soit remplie, le quorum soit rempli, mais ils ont siégé à 5, alors que normalement, il devait être à 9 ou au minimum 7 personnes qui devaient prendre la décision. Donc, voilà l'état, la crise qui a été vraiment, je vais dire, délibérément mise en place par la majorité présidentielle. Je vous ai montré comment les figures de cette majorité ont joué avec les choses, jusqu'à ce qu'on a dû donc faire cette interprétation de la Constitution disant que le président de la République peut rester en place tant qu'on n'a pas encore un autre président élu. Mais nous savons, et c'est le cas, et ça reste le cas, et ça le restera encore, tous les Congolais aujourd'hui, au moment que je parle, je n'ai même pas besoin de le leur rappeler.
et même au niveau de la diaspora ici en Belgique, tout le monde sait que le pays, la nation congolaise, est résolue et déterminée à faire respecter sa constitution, notamment en son article 64, où il est demandé que chaque Congolais doit faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui cherche à prendre le pouvoir ou à l'exercer contrairement à la Constitution. Donc, nous, sachant que notre Constitution demande qu'il y ait passation de pouvoir, qu'il y ait alternance au 19 décembre 2016, donc la journée de demain, la population congolaise est mobilisée, elle est déterminée, elle est résolue. Je peux chercher tous les mots les plus forts et les plus expressifs. Cette population est consciente qu'à partir de demain, il y a une personne là, au sommet de l'État, qui n'a plus droit de diriger ce pays, qui n'a plus droit d'être le président de ce pays. Maintenant, les gens sont en train de se dire, voilà, mais il a déployé les militaires, mais il va déployer les policiers, mais ça ne me dit rien. C'est comme si vous étiez un employeur, vous engagez un employé pour qu'il soit directeur de votre compagnie, vous êtes le propriétaire de la compagnie, et maintenant on est en train de dire, voilà, le directeur de la compagnie ne veut plus quitter à la fin de son mandat, et puis pour empêcher que le propriétaire de la compagnie ne puisse le faire partir, il s'est entouré d'une protection militaire, ainsi de suite. Est-ce qu'une histoire comme celle-là, ça tient quelque part? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et c'est de la même manière que ça ne peut jamais tenir pour les Congolais. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas le nombre de militaires, n'est pas le type d'armes qu'ils ont, n'est pas les endroits où on les a déployés. Le problème aujourd'hui, c'est que le Congo est notre propriété à nous tous en tant que Congolais et que ce pays, nous avons une démocratie représentative, nous avons élu des gens qui ont occupé des postes pour une durée déterminée. Cette durée est finie, ces gens doivent partir. Et donc, les moyens pour les faire partir, nous allons les trouver, nous devons les trouver et nous les avons, au fait. En fait, aujourd'hui, les stratégies du système Kabila de la présidentielle, c'est de faire en sorte que, voilà, le 19, on bloque comme maintenant, j'apprends que sur Kinshasa, sur le Lubumbashi, on a vu des colonnes des militaires, on a déployé des militaires sur des endroits stratégiques, mais c'est une stratégie déjà qui ne marche pas, laissez-moi vous dire, parce que les gens voient peut-être des armes et commencent à paniquer. Tout à l'heure, je montrais à M. Kisoto ici une photo sur laquelle on montre des militaires qui sont déployés quelque part, mais vous regardez même l'attitude de ces militaires, ils sont déployés pour une mission d'abord illégale, mais vous regardez déjà même dans cette mission, même si on allait dans l'absurde, vous voyez qu'ils sont assis à des endroits où leur attitude, moi je suis médecin, je regarde l'attitude, l'expression faciale de la personne, je vois qu'elle est fatiguée, je vois que la personne n'est pas dans le bon état moral. Donc même ces militaires qui sont déployés pour pouvoir mener cette mission bizarre qu'on veut leur assigner, ils ne sont pas en forme pour le faire. Et Kabila se trompe éperdument parce que ce n'est pas, les Congolais ne vont pas regarder que voilà, si on échoue le 19 et on en reste là. Non. C'est-à-dire que le 19, c'est le début d'une tension qui va demeurer jusqu'au jour où Kabila va quitter ce pouvoir, effectivement. Donc, c'est par cela que je conclue cet échange que nous avons pu avoir. Et bien sûr, je suis disposé aux éventuelles questions qui peuvent venir pour échanger entre nous. Je vous remercie pour votre attention. La parole est à tout le monde. En fait, les questions sont libres en lingala, en français. Lingala, il n'y a pas de problème. Peut-être pour oui. Mécanisme que vous allez mettre en place pour, disons, pour la révolution que le peuple congolais veut entamer, que ça puisse perdurer dans le temps. Merci. La question, elle est vraiment intéressante. Les mécanismes à mettre en place pour que la révolution, cette révolution ou cette prise de conscience des Congolais,
qui se traduit par la lutte de sécuriser sa démocratie. Donc, vous voulez savoir quels sont les mécanismes pour que ça tienne dans la durée. Ma réponse, c'est que les mécanismes ne commencent pas maintenant. Ces mécanismes sont déjà en place. Donc, par le fait même que nous avons commencé dès Kinshasa à organiser des conférences avec les jeunes pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe dans le pays, qu'ils comprennent que les autorités qui sont dans le pays sont leurs employés. Ils ne sont pas leurs employeurs, ils sont leurs employés. Donc cette prise de conscience qui est largement répandue aujourd'hui dans la jeunesse congolaise, dans la population congolaise, est un élément clé qui fait que tous les jeunes, toute la population congolaise est consciente que lorsque une personne arrive à enfreindre à la loi ou à violer un principe de la loi, on ne peut pas admettre cela. On doit absolument remettre cette personne plutôt dans la dimension de ses chaussures et lui demander de pouvoir déguerpir de la responsabilité qu'il avait ou des fonctions qu'il avait. Alors, en concret, aujourd'hui, nous avons déclenché un certain nombre d'activités. Je pense que vous avez entendu déjà la campagne Bye Bye Kabila qui avait été lancée à partir du 19 septembre. Nous avons lancé cette campagne Bye Bye Kabila. C'était pour nous déjà un élément avant-coureur, avant-garde. C'est-à-dire que la jeunesse réunie avec l'ensemble de la population congolaise, et là même toutes les personnes qui ne sont pas de Filimbi, les autres, on a vu même les membres de partis politiques et des autres associations venir rejoindre cette campagne Bye Bye Kabila. Et cette campagne va consister à mener des actions non violentes, c'est-à-dire dès le 19 décembre à 0 heure, les gens vont faire des concerts de tintamarre, c'est-à-dire qu'avec des couteaux, avec des cuillères ou tout est objet métallique tapé sur des casseroles ou sur des objets sonores. Ils vont utiliser leurs sifflets, les cartons rouges, ainsi de suite. Ils vont commencer à faire de bruit à partir même de leur quartier pour signaliser la fin du règne de Kabila. Et à partir de leur maison, à partir de leur foyer, un mouvement va continuer vers les endroits symboliques, par exemple au niveau des quartiers, parce que les gens pensent que non, faire une révolution, c'est seulement aller commencer au niveau du palais de la nation. Non, déjà dans les quartiers, les jeunes vont se mobiliser, vont faire des manifestations au niveau de différentes communes, au niveau de tous les symboles qui représentent l'autorité. Donc on va faire cela. Et cela va être séquencé sur des jours. Donc on va faire le 19, on va faire le 20, on va faire pendant tout le temps de fête en laissant des petits intervalles, notamment si entre-temps Kabila n'est pas parti. On laissera des intervalles dans les périodes de fête et on reprendra les activités. Et la finalité, c'est Kabila puisse quitter le pouvoir et permettre l'alternance en RDC. Mais stratégiquement parlant, mettez un peu le point sur les i concernant la démarche des 5 ans. Parce qu'on dit qu'à partir de la semaine prochaine, on doit encore reprendre des négociations. Mais stratégiquement parlant, ce qui est cassé derrière cette négociation, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce Kabila sera illégitime. Mais je crois qu'on doit quand même être prudent, parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas, je ne sais pas, il ne peut plus encore engager la nation, mais je me pose la question, quelle sera maintenant sa position, quelle sera maintenant, je ne sais pas, comme un élément revendicateur, vous pouvez dire que non, je vais exiger ça, je vais toujours rester au pouvoir. C'est là, j'ai un peu peur que quelqu'un qui est légitime vous impose encore si la population ne montre pas vraiment sa détermination. Et ça, c'est la première peut-être observation. Voilà, je souhaiterais aussi peut-être avoir votre avis. Et l'autre élément, Front citoyen que vous avez créé, là, ça marchait bien. Ce sont toujours les politiciens avec leur esprit ou toujours de dribbler les gens, il y a des traîtres aussi, il y a beaucoup d'hypocrites aussi. Mais vous ne voyez pas que
Il y a quand même aussi de perturbateurs qui se trouvent quand même au sein du mouvement, même au niveau du Congo, les traîtres, les gens qui sont là seulement pour biaiser, déstabiliser toute démarche utile, surtout la pression de la population pour chasser Kabila. Vous avez parlé de la démarche de la Cinco, la conciliation de la Cinco qui n'a pas réussi jusqu'ici. Et vous parlez aussi du Front citoyen, la possibilité d'avoir des traîtres, des gens qui sont mal intentionnés. Moi, je commence par la deuxième, le Front citoyen. Et bien sûr, vous voyez que dans l'exposé, je ne me suis pas étendu sur le Front citoyen parce que je ne voulais pas trop prendre de temps. Je savais qu'une question comme celle-là pouvait revenir. En fait, le Front citoyen, c'est comme pour illustrer cet adage en lingala qui dit « Mwana moke abetaka pe munda, bakolo pe babinaka ». Donc, le Front citoyen est né de Filimi. C'est Filimi, c'est la jeunesse qui, ayant vu l'enjeu, s'est dit, comme la situation au Congo vise à pouvoir remettre en question notre constitution, et c'est le président en place qui vise cela, nous aurons du mal à pouvoir que la population puisse tenir ce combat pour sécuriser la constitution si les politiciens, entre-temps, arrivaient à ne pas jouer franc jeu. Et c'est ainsi que nous avons conscientisé tous les politiciens à pouvoir faire front avec nous, avec toute la jeunesse, avec comme idée derrière la tête, leur disant que si vous êtes des vrais représentants de la population congolaise, maintenant que la population congolaise a clairement identifié la source de son problème, le président Kabila qui s'attaque, qui ne veut pas respecter la constitution et qui est prêt à la changer, à la modifier. Aujourd'hui, si vous vous réclamez être des responsables de cette population, vous devez vous ranger comme des citoyens. C'est ainsi que ça s'appelle bien Front citoyen. C'est-à-dire que tous les politiciens qui ont fait partie de cette coalition ont reconnu être des citoyens d'abord et qui ont été élus par les autres citoyens pour les représenter. Et c'est ainsi que cette réunion de Gorée, vous avez vu Vital Kamerhe, il était là-bas, Sami Badibanga était là-bas, Denis Sesanga, il était là-bas, beaucoup, donc la majorité de ces politiciens de l'opposition, ils étaient là-bas, ils ont été les Franck Diongo et les autres, ils ont été donc mis en demeure là-bas pour dire aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rallier derrière le peuple pour pouvoir sauver sa démocratie. Votre sous-question, c'était, voilà, vous ne craignez pas que ces gens soient des traîtres, ainsi de suite. Ce n'est plus même une question, il y a eu déjà une réponse par rapport à ça. Vous avez vu Vital Kamerhe, qui a été membre de ce Front citoyen, mais qui s'est détaché et qui est allé donner un coup d'oxygène à Kabila, une bouffée d'oxygène à Kabila, parce que nous avions rejeté complètement le dialogue, parce qu'il était en train de vouloir s'organiser contrairement à la résolution 2277 et contrairement à la Constitution. Donc nous avons dit niet à ce dialogue, on n'y va pas. Mais c'est Vital Kamerhe qui s'est détaché vite avec Sami Badibanga qui l'a suivi comme un acolyte et qui ont pu aller commencer avec Adam Kodjo qui a été aussi récusé, que nous avions clairement rejeté. Le mouvement Filimi a fait des communiqués qui existent sur Facebook disant que, attention, Adam Kodjo est vraiment dans la logique de Kabila, il n'a rien d'un médiateur objectif. Et donc, vous avez raison, aujourd'hui, dans le Front citoyen, il y a eu des personnes qui n'ont pas joué vraiment le rôle qu'ils devaient et qui a été défini dans le Front citoyen, et ça repose encore le problème de manque d'éthique et de la moralité de nos politiciens qui ne remplissent pas la tâche qui leur est vraiment dévolue, la tâche de représenter la population et donc les intérêts de la population. Ils sont préoccupés par les intérêts individuels, par des positionnements. Vous avez vu, on a promis à Badibanga ce poste de Premier ministre. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Il y a quelqu'un qui s'amuse à poser quelque chose sur Facebook disant « Comment on peut appeler Sami Badibanga aujourd'hui ?» Futur Premier ministre, ex-futur Premier ministre retraité avant de prendre les fonctions. On ne sait plus ce qu'il est. Voilà. Vous avez vu que donc, après qu'ils aient fait cet accord du 18 octobre, comme on l'appelle, ils avaient dit mettre en application rapidement cela. Et c'était ça le sens de la nomination de Sami Mais qui gère le gouvernement aujourd'hui? Quels sont les ministres qui posent les actes aujourd'hui?
Est-ce qu'il a nommé des ministres? Est-ce que... On se demande ce qui se passe. Donc vous voyez que même quand ces politiciens irresponsables se détachent de l'idée de la population, de l'idée géniale qui a été donnée par Filimbi dans le cadre du Front citoyen, vous voyez qu'ils se retrouvent à une impasse. C'est là vraiment que je veux terminer cette première question. Ils se retrouvent à une impasse. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont précipités à aller faire cet accord, mais vous voyez qu'il y a un gouvernement qui est mis en place, on ne sait pas à quoi ça tourne. Il y a ces accords qui ont voulu être élargis par l'intervention des évêques et qui posent encore un autre problème. Et ça me permet de basculer à la deuxième question, qui est donc la conciliation des évêques par rapport à l'accord du 18 et l'inclusivité au niveau du rassemblement. Je peux vous dire que, en réalité, on ne peut pas refuser un dialogue, on ne peut pas refuser le rôle conciliateur, par exemple de la Cinco, qui sont, comme on dit, l'église au milieu du village. Mais il y a déjà un souci. Regardez le timing, le moment auquel on a convoqué cette réconciliation. Déjà, c'était en tout cas de très peu proche de la date du 19 décembre. Et on sait très bien que la date du 19 décembre est un ultimatum important pour le peuple par rapport à l'alternance. C'est là que ça pose un problème. Moi, je n'ai pas un problème avec les évêques qui veulent faire réconcilier les gens. C'est leur rôle. C'est leur rôle même, on va dire, comme ils disent eux-mêmes. C'est leur rôle prophétique, c'est leur rôle canonique, c'est leur rôle, ils diront tout ce qu'ils veulent. Mais seulement, aujourd'hui, au-delà d'être perçus comme un rôle de réconciliation qu'ils sont en train de jouer, il y a beaucoup de Congolais qui sont inquiets par rapport à la date du 19 qui est déjà demain, et donc qui ont été inquiets déjà pour se dire, mais est-ce que ceci ne va pas interférer avec notre devoir de pouvoir voir Kabila partir au 19? Est-ce que Kabila ne va-t-il pas se cacher derrière d'autres conciliations encore en cours pour persister au-delà du 19? Oui, ça a été vraiment une grande inquiétude de la population. Nous avons échangé avec beaucoup de Congolais à partir de Kinshasa et on a clairement dit notre position et la position revenait à dire, eh ben, si au 19 décembre 2016, on n'a pas trouvé une résolution, on n'a pas trouvé un accord qui concilie tout le monde, mais écoutez, entre-temps, tout ce qui est dit dans notre constitution, entre-temps, toutes nos craintes, entre-temps, notre résolution en tant que peuple de voir vivre sa démocratie reste. Donc nous allons appliquer notre devoir en tant que population, nous allons exercer notre responsabilité en demandant à Kabila de pouvoir quitter le pouvoir et de procéder à l'alternance. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux deux questions que vous m'avez posées. Je ne sais pas s'il y a encore une toute dernière question. Je vois qu'il y a une... 59. Le 20. Qui va engager le pays? Il y a des négociations que les prêtres, c'est pour enrichir toujours la pensée de nos frères. Les 21, la Cinco a dit qu'ils vont encore retourner sur la table. Ça sera... C'est un imbroglio, je ne sais même pas le nom. C'est quoi au juste maintenant? Ça sera avec qui? Cinco va avoir le président illégitime, illégal, ou un sénateur? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une question pertinente. Elle revient à dire que devient Kabila le 19, après le 19 décembre 2016. Qu'est-ce qu'il devient? Et qu'est-ce qui arrive avec le pays qui n'a pas une personne qui doit l'engager en tant que président de la République? C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et vous parlez du rôle, quel jeu que joue la Cinco et les autres. Moi, je vais dire très, très clairement et très simplement que après le 19 décembre 2016, donc après 23h59, dès qu'on entre au 20 décembre 2016, Monsieur Joseph Kabila Kabange et toute son équipe deviennent illégitimes. Donc, le règne de Kabila sur le Congo devient illégal, tout simplement, parce que notre loi fondamentale est très claire là-dessus. C'est la journée du 19 décembre 2016 qui était considérée être son dernier jour au pouvoir dans ce pays. Cela ne change pas et ça ne changera pas
même si on n'a pas un président qui le remplace. Et ça ne change pas, d'autant plus qu'on sait qu'il s'est engagé lui-même par toutes les manœuvres que je vous ai démontrées, à ce qu'il n'y ait pas un autre président qui le remplace. Donc, au 19 décembre 2016, après le 19 décembre 2016, accepter que Kabila continue à nous diriger comme président, c'est accepter d'être pris en otage par un individu. Donc, on aura en présence une nation qui accepte volontairement qu'un individu et qui va à l'encontre de la Constitution puisse prendre la population entière en otage. Donc, c'est cela que la population congolaise, pour le moins de respect que nous devons à notre peuple, à notre constitution, à notre histoire, aux martyrs de l'indépendance comme Lumumba qui a écrit des pages d'or de cette histoire avec son sang, je pense qu'on ne peut jamais accepter une telle situation. J'ai été interviewé là-dessus par un journal international catholique qui s'appelle La Croix. Ils m'ont interviewé là-dessus. Je leur ai dit très clairement que les Congolais ne sont pas prêts à se laisser prendre en otage par un individu. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir du 20 décembre, on n'a pas un président de la République qui est légitime. Je crois que vous avez déjà entendu parler de la désobéissance civile. Ça va arriver. L'opposition et la société civile qui aime encore ce pays va s'organiser pour structurer des mécanismes de désobéissance civile envers Kabila. Et ça, c'est clair. C'est un droit, c'est des droits naturels des citoyens de refuser des ordres qui sont illégalement donnés. Notre Constitution le dit. Un citoyen a droit de refuser un ordre qui est illégalement donné. Donc, Kabila sera illégal, donc tous les ordres qui viendront de Kabila seront illégaux. Et j'en profite pour envoyer un message même aux militaires, à la police et à toutes les personnes qui sont aujourd'hui déployées sur le territoire national. Ils vont être déployés à partir de la journée de demain. Ils auront jusqu'à, je ne sais pas, 23h59 pour que leur ordre soit légal. Donc dès qu'il est 0 heure, même l'ordre qu'on a donné à ces militaires est illégal. Donc vous voyez qu'il y aura toute une masse de gens qui sera en train d'agir de manière illégale. Et c'est pour ça que nous confirmons que la victoire de la population va être vraiment effective. Nazoki motuna koyeba ete soki tokomi mokolo ya le 19 décembre 23h59 et que président Kabila alongwe te. Bongo ndenge nini ekozala pona o etali bokonzi ya mboka, eske ba congolais bakosala ndenge nini, eske tokozala na nani oyo akokamba ekolo na biso na moma wana, eske tokondima makambo Kabila akoyebisa biso. Et anona biso ezali boye. Tango tokokoma na mokolo ya le 19 23h59, lokola constitution na biso elobi Kabila akozala lisusu mokonzi na biso te. Po ete mobeko monene ya mboka na biso elobi ete le 19 décembre nde mokolo oyo mokonzi oyo akala asengeli kotikela esika na mokonzi oyo ya sika. Kasi toyebi ete Kabila ye moko nde asali makambo nyonso kobanda année 2012 na suka na année 2013 makambo ebele na ba ministre na ye pona ko bloquer misolo oyo esengelaki ko sala pona élection ya président pona ko kende ko limbola mobeko na biso constitution na lolenge oyo esengeli te koloba ete ya kotikala na kiti te. Toyebi ke yende asali makambo nyonso wana, yango wana soki tokomi le 19 décembre na 23h59 bokonzi ya Kabila likolo na biso esili, biso tokondima lisusu mitindo kouta epa ya Kabila te, toko organiser oyo tobengi désobéissance civile po ete constitution na biso elobi ete moto nyonso moto akokondima mitindo oyo epesami lolenge elongo bani na mobeko te. Soki batindi bapesi yo motindo eke motindo wana ezali na kati ya mobeko te, okoki kondima yango te. Or président na biso Kabila na mokolo ya le 19 décembre 23h59 passé akolongwa na cadre oyo mibeko na biso epesi ye kozala président. Donc mibeko nyonso oyo ye akopesa kobanda na mibeko oyo ya apesi ba militaire nyonso na ba policier nyonso ba panzani na mboka pona ko empêcher biso kosala marche na ba policier wana na ba militaire wana présence na bango na bisika wana ekozala illégal na illégitime. Yango wana peuple congolais biso toza na makasi na nguya ya ko maintenir constitution na biso ko boya mitindo ya Kabila ko senga ete alongwa na kiti ya bokonzi et puis tozwa mokonzi ya tika oyo biso moko tokopona na nzela oyo elongo bani.
Je dirais félicitations pour connaissant ce pays-là, s'organiser, la façon dont vous avez fait, je dirais chapeau. On connaît comment ça se passe. Si vous n'êtes pas déterminé, ce n'est pas du tout facile. Il y a d'autres gens qui arrivent beau à critiquer, mais on connaît comment ça marche de l'autre côté. Donc là, l'esclavagisme, on voit que c'est vraiment un mode de vie là-bas quand on veut opérer, surtout être déterminé contre les pouvoirs. Mais peut-être, Phil, vous n'avez pas manqué la stratégie de voir un peu les schémas du processus électoral, même si ce n'est pas figuré dans la Constitution concernant les élections locales et provinciales. Vous n'avez pas peut-être pas commencé par là, parce que provincial, vous savez, c'est depuis 2006 que les députés provinciaux ont été élus. Ils sont toujours là, ça fait presque, nous partons plus de 10 ans sans élection. Ce n'était pas peut-être un moyen de commencer par là, faire pression pour que toutes ces organisations soient organisées, pour qu'on puisse avoir quand même les nouveaux députés provinciaux, au niveau aussi local, au niveau des communes et des chefferies, au niveau des villages. Et l'autre question, quel message que vous apportez peut-être aux familles congolaises, surtout de l'extérieur et de la diaspora? Celle de la diaspora. Okay. Bien, merci beaucoup pour, ces deux questions. La première, vous vouliez savoir si on ne devrait pas commencer par les élections locales, les processus locaux, les différents processus d'élection des autorités ou des représentants locaux pour prévenir le gros drame qui était en train de venir. Une très belle question. Je vais dire que, en fait, lorsque le processus de perturbation est mis en place par la personne même, qui est le responsable premier des institutions. Vous savez, la Constitution donne au président de la République en RDC le rôle d'être le garant du fonctionnement, du bon fonctionnement des institutions. Au moment qu'il fallait conduire des élections locales, lui, sa légitimité était en place, et donc c'est lui qui était responsable de pouvoir assurer que le processus des autres était correct. Mais comme le président Kabila était déjà dans l'idée préméditée de pouvoir perturber le processus, je pense que le fait que les élus locaux allaient être illégaux a été pris en compte dans sa propre stratégie. C'est-à-dire que la majorité présidentielle a trouvé que c'était très bien de laisser les choses de cette manière-là pour pouvoir pourrir la situation et faire en sorte que lorsque eux-mêmes seront devenus illégitimes, ils puissent se dire, nous ne sommes pas les seuls à devenir légitimes, il y a les autres aussi. Et d'ailleurs, plusieurs fois, vous avez entendu, ils ont dit cet argument. Mais au moment où les autres commençaient à être illégitimes, il y avait des plans de récupération planifiés que voilà, on va organiser cela, on va structurer pour organiser. Donc nous ne pouvions pas à ce moment-là mener une action citoyenne d'envergure contre le fait qu'on n'avait pas organisé ces élections-là. Parce qu'il y avait des raisons financières qui avaient été données, des raisons structurelles ou logistiques qui avaient été relevées à ce temps-là. On n'avait pas suffisamment de recul par rapport à l'analyse pour pouvoir mener une action qui soit significative en ce temps-là. À savoir que ces personnes qui étaient incriminées ne pas être légales ou légitimes à ce temps-là n'avaient aucune capacité de budget, les personnes qui devenaient illégitimes n'avaient pas la responsabilité par rapport aux raisons de leur illégitimité. C'est la CENI qui avait ce rôle-là et qui était en train de donner des arguments que nous étions encore en train d'analyser à ce moment. En fait, l'illégitimité ou l'illégalité dans lequel tombe Kabila a beaucoup plus d'éléments évidents par rapport à la planification, à la structuration, et ça nous a donné beaucoup plus de moyens en tant que citoyens à pouvoir nous en prendre contre cette situation, et aussi, comme Kabila est lui-même le garant du fonctionnement des institutions, pour un mouvement citoyen comme le nôtre, on a eu beaucoup plus d'éléments et d'arguments pour nous prendre, nous soulever contre l'illégitimité à son niveau, au niveau de la présidence, que celle qui a été déclarée avant
au niveau des autres institutions. Maintenant, votre deuxième question, je reprendrai la réponse en lingala aussi, mais votre deuxième question portait sur les familles de la diaspora ici, le message que je peux leur envoyer. Je vais commencer par dire que la diaspora, c'est une force vraiment inouïe, c'est une force considérable. On a vu dans l'histoire de tous les pays, beaucoup de pays ont pu amener des changements vraiment significatifs chez eux à partir de la dynamique qui s'est créée au niveau de la diaspora. Donc, le message que je peux envoyer aujourd'hui aux familles de l'extérieur de la République démocratique du Congo, c'est de pouvoir rester très attentif par rapport à ce qui se passe au Congo en ce moment, de communiquer vraiment ouvertement, sincèrement avec les personnes qui sont dans le pays. Lorsque je vis ici en Belgique, le temps, mon recul d'une année et demie ici en Belgique, je vois que la vie n'est pas du tout si facile que ça. Vous gagnez vos sous avec beaucoup de difficultés, vous travaillez pour pouvoir gagner, ainsi de suite. Et je sais aussi que votre revenu va pour un grand pourcentage envers les familles, vos familles qui sont représentées à Kinshasa. Donc, il est important que dans ce moment-ci où la continuité de la vie, l'amélioration de la vie au Congo dépend de la façon dont les Congolais vont faire face à Kabila, il est important que le message soit envoyé très clairement des familles d'ici aux familles de là, que la population doit faire de son mieux, prendre ses responsabilités à bras le corps pour refuser ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais ok, vous envoyez les gens pour qu'on puisse aller tirer des balles sur eux, ainsi de suite. Non, il n'est pas question de ça. Aujourd'hui, la population congolaise doit trouver les moyens absolument les plus adaptés pour dire non à Kabila. Donc, il y a des adages qui disent que si un esclave n'arrive pas à pouvoir se rebeller contre celui qui le tient en asservissement, il n'est pas digne d'un quelconque secours. Si on vous opprime et que vous êtes incapable de pouvoir relever, dénoncer et s'opposer à cette oppression, c'est un problème. Donc aujourd'hui, est-ce que les familles congolaises en dehors du Congo, de la diaspora, sont-elles prêtes aujourd'hui à ce que les populations au Congo fassent complaisance de leurs dirigeants, malgré tout ce que leurs dirigeants font, de sorte à ce que le manque à gagner en termes de développement, en termes de revenus, puisse être couvert par les familles de l'extérieur? Est-ce qu'on peut réfléchir de cette manière? Non. Donc c'est le moment aujourd'hui de demander à nos populations au Congo de pouvoir prendre leurs responsabilités pour pouvoir refuser ce que Kabila est en train de faire en ce moment. C'est ça le message que je veux envoyer. Na oyo etali bakonzi oyo ya mboka na biso, bakonzi oyo ya ba institution ya C oyo bakomaki illégitime plutôt avant Kabila azala illégitime, motuna eyalaki mpona nini filimbi na moma wana akokaki kotelemela likambo wana te mpona koprépare oyo elingaki koya kosalama na Kabila ye moko. Réponse na biso ezali boye, na eteni wana bango bakomaki kozala illégitime ntango élection locale esalamaki te, ba raison ya illégitimité na bango ezalaki lié, bango bazalaki responsable nango te, ba député wana, ba sénateur wana oyo bakomaki kozala illégitime na ntango wana basali na ba province oyo bazalaki réélu te, oyo organisation ya ba élection esalamaki te, ezalaki responsabilité na bango te, ezali responsabilité ya CENI na responsabilité ya gouvernement pour financer CENI kosala ete élection nyonso eza programmé ezalaka ezwaka esika mpe na ntango wana makambo wana esalamaki tozalaki na ba élément mingi te oyo kopermettre biso to mener action oyo engaki kozala efficace na makambo ya président Kabila kotala oyo nyonso ya asali banda kala mpona kotikala mpona koperturbe ba élection epesi biso mpenza nzela ya kosala action ya makasi oyo bino moko bomoni tolanse ba campagne bye bye Kabila, tosalaki bayebela, tosalaki nyonso wana eza mpo tozalaki na bamoyen ebele oyo elakisaki biso ke awa Kabila mpenza nde alingi kobloke makambo ya mwana, totiaki effort na biso nyonso na kosatake na cause na source ya désordre po ete soki olongoli
source ya désordre makambo nyonso tout ekotikala na ordre biso moko tokobongisa organisation ya baélection wana nyonso na likambo mosusu motuna mosusu ezalaki oyo etali likambo ya motuna ya mibale ezalaki likambo ya nini eza na motuna moko non, il y a un message pour la diaspora. Oui, oyo etali makambo ya bafamille na oyo etali makambo ya message na bafamille ya diaspora bafamille oyo ya bakongolais oyo bazali kovivre na bamboka mosusu message na kopesa na kotinda ezali ete awa nazali komona banda nakomi na mboka oyo ete bomoi na mboka oyo ezali petete bozali kosala misala mingi mpona koganye mbongo na bino ezali pasi te epe na mbongo koganyaka wana nde botindelaka bato na Congo yango wana message na kotindela bino eza d'abord félicitation mpona baeffort bozali kosala wana boza diaspora moko vraiment organisé mais sikawa esengeli ete na bamessage échange na baimboka bandeko na biso baza na mboka il faut kozala vraiment koyebisa bango vérité mpenza koloba ete na moment oyo bango baza na responsabilité ya kotelemela kabila oyo alingi koignore mobeko ya mboka il faut bango batelemela ye ngui mpenza batelemela makambo wana baboya ete constitution ya mboka tobwaka yango pembeni kaka boye totelemela kabila alongwa na kiti ya bokonzi po ete toyi kondima te bino bozali kosala effort awa mpona kotindelaka bango kosalisa bango na mbongo ebongo bango kuna bandimaka bozoba nyonso bapoliticien bazali kosala eke bozoba wana ememaka bango na pasi na bamaladi na banyonso eke bafrewa ya bamaladi na ya kokunda bato na ya nyonso ezosalama wana bambongo eutaka awa ozomonaka toyi kondima te esika cause ya likambo ezali esi emonani peu bien encadré par toutes les forces vives, prendre des décisions qui vont être opposables à tous. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Cette question, bon, je pense qu'on l'a posée. C'était par rapport à la journée de demain. Bon, je crois que j'ai eu la réponse que jusqu'à 3 heures. Mais quelle est l'ambiance quel est votre état à ce moment? Quel est votre état à ce moment? Nengo yebike, lobby, peuple, congolais déjà batelemi. Batelemi, le batelemi à l'ambassade, lobby, namoy. Monsieur Bazan ignorant, va éviter que ti 23h59. Tout le monde a battu. Je pose vraiment ma question à Lingala. Tout le monde a battu par Obima déjà. Na batongo, monsieur Babengi Lelo, que vous avez connu dans Moussala. Mais à un moment où on va créer l'ambassade, Kabila Zana nous légitime. Or, ce qu'on va dire légitime, à 23h59. Il y a un journal lobby. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un message à lancer? Est-ce que tu faut demander ceux qui parlent le 20? Ou bien, parce que là, vraiment, même sur vidéo, on va parler en retard, on va dire que le lobby le 19 n'a pas on va attaquer l'ambassade pour la diaspora et au pays déjà avec ces troubles mais c'est déjà armé sans pourtant rien non c'est jusqu'à 23h59. Quel est votre conseil par rapport à ça? Attendez au bouton pour na motuna na yo ezali malamu ezali lokola ozali kotuna ngai te soki mokolo locataire azali na ndako et que mokolo na ye akobima ekoki et que ngonga ya kobima ekoki nano te est-ce que bailleur na ye propriétaire est-ce akokoma na lopango mpona kosolola na ye ou bien mpona koyebisa ye eza clair. Donc population congolaise nde mokolo esika, population congolaise nde mokonzi ya mabele, population congolaise nde mokolo entreprise wana monene tobengi Congo. Donc soki tokomi le 19 décembre, soki population congolaise amoni ete ngai nalingi na banda makambo na ngai na locataire oyo aleki matoi na ngongi nalingi nakomela ye na ndako na ntongo nasolola na ye nayebisa ye oyo ezali na motema na ngai déjà
mais ils ont droit à la population. Ce que tu as dit, article 22, article 23, kino 25 de la Constitution, ils ont dit que la biso ba droit ou en tant que citoyen. Tous allez na droit et à manifester, tous allez na droit et à s'exprimer, tous allez na droit et à koloba oyo tolingi makanisi na biso ndenge tous allez kolinga ete mboka na biso ezala et na batango nyonso e uti koleka to mona ki ete Kabila, président Kabila sali makambo ebele oyo ezali kokende contre république na biso. Alors na mokolo wana oyo ezali mokolo na ye ya suka ya bokonzi na ye ataka etikali ye soki bamonga quelques heures mpona bokonzi na ye biso nde tozali bakonzi na ye nde tokoyebisa ye biso tolingi soki tolingi tokomela ye na ndako mokolo wana soki tolingi tokoma na bisika ya baleki na ye mosusu soki baministre na ye mosusu soki tolingi tokoma na bisika ya bacommune na biso mpo bacommune wana ezalaka ya biso soki tolingi tokoma na bachefferie de quartier na biso soki tolingi tokoma na basociate ya bapolicier oyo eza ya biso biloko nyonso wana eza bisika na biso tolingi kokende bisika wana ntango tolingi lolenge tolingi na monga tolingi en tout cas eyano na ngai ya mwana qu'ils ont mis pour que le mouvement ne soit pas déstabilisé. La place pour que les mouvements ne soient pas déstabilisés, c'est d'abord la démocratisation des idées de ces mouvements. Aujourd'hui, Kabila peut, comme il l'a fait, arrêter une personne, interpeller une autre, ainsi de suite. Il verra une autre personne se lever et que M. Filimbi, il va arrêter un Lucha, interpeller un Lucha, il verra un autre Lucha qui va se lever, ainsi de suite. Je vous informe que devant la maison interdiocésaine, le centre interdiocésain où se tenait la conciliation entre la majorité et le rassemblement, il y a eu une délégation de Filimbi qui s'était présentée là-bas avec Lucha devant le centre interdiocésain. Ils ont interpellé ces enfants, ils ont arrêté quelques jeunes. Et d'ailleurs, il y a Carbone Béni que nous n'avons pas encore retrouvé jusqu'aujourd'hui. Et nous dénonçons l'arrestation de Carbone Béni. Nous demandons vraiment qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Et donc, clairement, aujourd'hui, la sécurité par rapport à nos mouvements, c'est même la légitimité de l'action qui motive nos mouvements à agir. Nous agissons sur nos droits naturels en tant que Congolais, en tant que propriétaires de notre République. Notre vision, c'est que le Congo nous appartient à tous. Notre vision est tellement naturelle, tellement limpide, tellement claire que c'est une propriété de chaque Congolais. C'est ça la plus grande sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'agir de manière non violente, de manière paisible et d'une façon très alignée avec nos lois. Donc la sécurité la plus forte de nos mouvements, c'est que nous sommes dans une revendication légitime, je dirais même une revendication sacrée liée à notre droit de vivre sur notre territoire en tant que citoyen. C'est ça la plus grande légitimité et c'est pour cela que vous voyez, il y a une grande contradiction des autorités. Vous avez vu, vous avez appelé l'utilisation des groupes terroristes, mais vous avez vu Kabila aller visiter Lucha, qui était un groupe terroriste. Donc le chef de l'État est allé visiter un groupe terroriste. Donc ils se contredisent eux-mêmes et c'est ça notre plus grande sécurité. Vous avez vu, on a dit que la réunion de Gorée, c'était une réunion comment subversive, c'était encore une organisation terroriste, comment le gouvernement sénégalais acceptait des gens comme ça sur son territoire. Mais vous avez vu Sami Badibanga qui était dans cette réunion être nommé Premier ministre récemment, ça ne vous pose pas des questions. Donc aujourd'hui, la sécurité que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, aucune autorité congolaise ne peut s'en prendre clairement, foncièrement à notre action. Notre action est une action légitime. Eza makambo mokolo esika azali kosala, mokolo mboka ezali population. Donc Filimbi Lucha ezali kaka ba aspiration na biso, ezali bosenga na biso en tant que citoyen, nde tozali kosala, nde tozali koyebisa, nde tozali kosalela na ba marche na biso nyonso wana nde ezali constituer sécurité na biso. Tozali batombo kite, tozali na mindu kite, eloko moko te na oyo biso tozali kosala et ko permettre mokonzi moko akoka kokanga biso ou bien akoka emprisonner biso sans que azala illégitime ou bien sans que azala illégal. Donc ce qui moto akangi biso na oyo biso tozali kosala déjà abuki mobeko. Ya mwana nde ezali sécurité na biso monene. À part nous wana topesaka ba conseil na ba jeune na biso na bato nyonso wana eza na ba stratégie na biso ya kati koyeba ndenge nini okomene ba démonstration na yo sur terrain ainsi de suite.